Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. Voici le sommaire. La communauté internationale célèbre ce 21 septembre la journée de la paix. Au Togo, cette célébration est marquée par la destruction des armes obsolètes, action climatique, action pour la paix. C'est le thème de cette année qui souligne par ailleurs l'importance de lutter contre le changement climatique en tant que moyen de protéger et de promouvoir la paix dans le monde. Ensemble, œuvrons pour l'inclusion effective des personnes handicapées dans le PND. Ce thème est l'objet d'un atelier d'échange depuis ce matin à Lomé. Il s'agit pour la FETAF d'amener les acteurs étatiques à prendre en compte les préoccupations et les droits des personnes handicapées. Algérie, la rue toujours en ébullition au 21e vendredi de protestation, bravant les mesures strictes de sécurité et une large présence policière. Les Algériens réitèrent leur rejet de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, aussi longtemps que les symboles de l'ancien système seront en place. La 4e réunion des ministres en charge de la sécurité des frontières de l'espace entente s'est achevée hier à Lomé. Les travaux ont conduit à la prise d'importantes décisions. Nous revenons sur cette réunion de Lomé avec notre invité Abdoulaye Mouhamadou. Il est le secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l'entente et nous parle des thématiques, des défis sécuritaires et des recommandations issues de la réunion de Lomé. Et puis assure aussi d'autres rubriques, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. La paix fait face aujourd'hui à un danger nouveau, l'urgence climatique qui menace notre sécurité, nos moyens de subsistance, notre vie. C'est pourquoi cette année, la Journée internationale de la paix est placée sous le thème de l'action climatique. Au Togo, cette journée a été marquée par, entre autres actions, la destruction ce matin à Lomé des armes obsolètes. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance à la sécurité physique et à la gestion des stocks, au marquage et à la destruction des armes obsolètes et de leurs munitions au Togo. Le projet bénéficie de l'appui financier du Japon. Yao Kamake. Cette cérémonie de destruction des armes est l'une des actions menées par le gouvernement dans le cadre de la célébration ce samedi de la Journée internationale de la paix. Elles sont plus de 2000 armes et 10 000 munitions à être incinérées. Une action que salue le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo, Damien Mama. Cette journée est pour nous l'illustration de la volonté du Togo à faire de la paix un élément protecteur, mais également déclencheur du développement. Le développement ne peut se produire sans la paix et la paix aussi ne peut pas être préservée sans le développement. Et c'est pour cela que les efforts conjugués des uns et des autres nous paraissent être extrêmement importants. Président de la cérémonie d'incinération, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damran, a félicité les forces de défense et de sécurité pour les saisies de ces armes et munitions dans l'accomplissement de leur mission. Pour lui, c'est une réaffirmation de plus du gouvernement dans son engagement de lutte contre l'insécurité. Yark Damran. Au Togo, nous savons ce que la paix coûte. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Et la guerre, ça ne se fait pas avec la bouche, ça se fait avec les armes. Donc le gouvernement, en prenant la décision de procéder à l'incinération des armes qui peuvent toujours faire mal, traduit sa disponibilité, sa bonne volonté, son engagement, sa détermination à faire de la paix l'élément essentiel du développement. L'opération de destruction des armes concourt à donner à la célébration de la Journée internationale de la paix tout son sens de renforcement des idéaux de la paix dans les nations. Une journée célébrée cette année sous le thème « Action climatique, action pour la paix ». La gouvernance des ressources en eau du bassin du fleuve Mono représente un énorme défi pour le Togo et le Bénin. C'est donc conscient de cet enjeu que les chefs d'État des deux pays ont créé l'autorité du bassin du fleuve Mono. La nomination d'un directeur et de son adjoint au terme du deuxième conseil des ministres de l'autorité du bassin du fleuve Mono à Lomé va rendre opérationnel cet organe. Amara Moussa.
Cette deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du fleuve Mono, qui s'est tenue au lendemain de la rencontre du comité des experts des deux pays, a été non seulement un cadre pour examiner les propositions faites par ce comité, mais aussi pour prendre d'importantes résolutions. Samou Seydou Adambi, ministre béninois de l'eau et des mines. Cette deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono représente l'étape ultime et décisive qui va sans doute redynamiser le processus de la mise en place et de l'opérationnalisation de l'autorité du bassin du Mono, conformément à la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres de l'ABM, tenu le 4 juillet 2017 à Cotonou, en République du Bénin. La deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du fleuve Mono a été l'occasion pour donner le coup d'envoi de l'opérationnalisation de cet organe commun aux deux pays ayant en partage le fleuve Mono. Le directeur de l'autorité et son adjoint prennent donc fonction à partir de cette session de Lomé. Antoine Lekpa Gbebeni, ministre togolais de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, président du Conseil des ministres. La première session ordinaire du Conseil des ministres avait décidé, par sa résolution numéro 4, de la nomination du directeur exécutif et de son adjoint, sur la base d'une procédure de sélection après appel à candidature, et le poste de directeur exécutif devant revenir au Togo et celui du directeur exécutif adjoint au Bénin. La répartition des ressources en eau du fleuve Mono illustre bien la situation d'interdépendance qui existe entre nos deux États riverains du fleuve qui n'ont d'autre choix que de veiller à la gestion rationnelle et intégrée de l'eau, à la sauvegarde de l'environnement et de l'écosystème du fleuve. La gouvernance des ressources en eau du bassin du fleuve Mono représente un énorme défi pour le Togo et pour le Bénin. Akakpo Wonu, directeur des ressources en eau au Togo. Le Mono est un fleuve transfrontalier qui se trouve à la fois au Togo et au Bénin. Dans ce contexte, il y a des avantages, mais il peut aussi il y a possibilité également de conflits. Donc le mieux, c'est de minimiser surtout les risques de conflit. Seul, on ne peut pas se rendre compte vraiment de l'effet que nous avons donc de l'utilisation de l'eau sur l'autre territoire. L'autorité du bassin du Mono est là justement pour regarder à la fois sur les deux territoires et faire des propositions concrètes pour qu'on puisse vraiment tirer le maximum de profit, mais de façon vraiment partagée. L'autorité du bassin du fleuve Mono a été portée sur les fonds baptismaux le 4 juillet 2014 lors d'une réunion constitutive à Cotonou au Bénin. Elle a pour rôle d'œuvrer pour la gestion rationnelle des ressources en eau partagées du fleuve Mono. Ensemble, œuvrons pour l'inclusion effective des personnes handicapées dans le PND. C'est le thème qui fait objet depuis ce matin à Lomé d'un atelier d'information et d'échange sur le plan national de développement à l'intention des acteurs du réseau de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF, ce matin donc à Lomé. Reportage Clarisse Tombuté, Bénédicte Kanda. Le présent atelier vise à renforcer les capacités des acteurs du réseau de la FETAF sur le PND en vue d'une prise en compte effective des personnes handicapées dans sa mise en œuvre. Ainsi, à la fin de la rencontre, 12 membres de la FETAF seront outillés sur le PND et informés sur ses opportunités pour les personnes handicapées dans chaque région. Ils seront donc capables d'outiller à leur tour d'autres acteurs associatifs pour une appréhension du dit projet. Ayassou Komivi, président du conseil d'administration de la FETAF. Et il était important qu'au cours de cet atelier, nos relais régionaux et les chefs de programme de la FETAF soient outillés en vue de permettre à la FETIère de développer des projets qui s'inscrivent dans cette stratégie de développement du pays et qui permettent à ce que les personnes handicapées passent de la protection sociale non contributive à la protection sociale contributive, c'est-à-dire non seulement des bénéficiaires des actions de développement de notre pays, mais également des créatrices de richesses, des acteurs de ce développement, afin que nous puissions avoir à la fin de la mise en œuvre de ce PND, un pays inclusif où tous les citoyens ont des chances égales devant les actions de développement. Plusieurs débats seront menés autour de la documentation et des outils nécessaires dans l'implication et la participation de façon efficace et durable à la mise en œuvre du PND par les membres du FETAF. Christophe Amivi Komlagon Akboto, directeur de la coopération bilatérale au ministère en charge de la planification, formateur. À la sortie de cet atelier de présentation du PND, je crois que nos amis de la FETAF doivent, ensemble avec nous, arriver à dégager
ce qu'ils peuvent faire. Il ne revient pas, par exemple, au ministre, ni des Affaires sociales, ni de la planification, de dire que vous, voilà ce que vous allez faire. C'est ensemble qu'on doit chercher à savoir ce que FETAF peut faire dans le cadre de la mise en œuvre du PMD. Les participants à cette rencontre sont issus de la direction exécutive de la FETAF et des associations de relais régionales. Le schéma organisationnel de la Haute Autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusieurs a été validé hier à Lomé. C'était au cours d'un atelier d'échange, de discussion et de partage. Fruit d'un travail bien élaboré, cet organigramme a été présenté et soumis à validation hier. Son élaboration a été faite avec l'aide d'un consultant international, le Sénégalais Sada Li Sissé, que nous écoutons. Le schéma organisationnel résume un peu la structure de fonctionnement de cette organisation, puisqu'il faut des ressources humaines pour conduire la mission. Et de ce fait, on a mis en place un schéma organisationnel qui est doté d'un organigramme. Et actuellement, Alpha fonctionne avec 35 personnes qui ont été mises à disposition par l'État ou recrutées. De ce fait, on a prévu dans un avenir de 3 ans, 4 ans, de porter ça à 80 personnes. Et pour cela, on a dressé des fiches d'emploi qui permettent d'avoir les rôles et responsabilités de chaque emploi et quelles sont les missions, quels sont ce qu'on attend de lui, ses capacités, quels sont ses diplômes pour pouvoir recruter ces personnels. Pour Essoha Nawi, président de Aplusia, le schéma organisationnel de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées est un outil de fonctionnement interne pour rendre opérationnelles les activités de sensibilisation, de prévention et de répression. Le schéma organisationnel nous permet de savoir une idée exacte des ressources humaines qu'il nous faut pour pouvoir remplir efficacement les 2 missions qui nous ont été confiées, savoir la prévention et la lutte contre la corruption, les infractions assimilées. Oui, l'impact, puisque ce sont les hommes qui doivent travailler. S'il faut, nous avons évalué qu'il nous faut 80 personnes, membres, personnel technique, personnel d'appui pour pouvoir travailler efficacement. Ce schéma organisationnel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan opérationnel 2019-2023 de la Aplusia. La 4e réunion annuelle du Conseil des ministres de l'espace entente en charge de la sécurité et des frontières a clos ses travaux hier à Lomé. Ce partage d'expériences des participants sur les raisons de la détérioration de la situation sécuritaire dans la sous-région, les menaces, les défis, a abouti à d'importantes recommandations et résolutions. Les ministres et experts à cette réunion ont donc mutualisé les forces et moyens tant humains que financiers pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens dans les pays membres du Conseil de l'Entente. Le point de travail avec le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damham, il est également président du Conseil des ministres en charge de la sécurité des frontières dans l'espace Entente. Bien avant l'adoption du rapport, les ministres ont pu écouter 2 exposés. Le premier exposé sur les causes qui peuvent pousser un individu vers la radicalisation. Le deuxième exposé sur la nécessité d'investir dans les espaces frontaliers. Ces 2 exposés ont fait voir l'intérêt de la prévention de l'extrémisme violent. Les solutions militaires et sécuritaires ne sont pas suffisantes. Il faut penser aux solutions sociales. « 25 mentors nationaux et auditeurs et 22 laboratoires publics, privés et confessionnels du Togo ont reçu hier des prix honorifiques. Ils ont œuvré durant 4 années à implanter dans le secteur d'analyse biomédicale un management de qualité se conformant à la norme ISO 15189 de l'OMS. C'est un projet des États-Unis dénommé Mentorship qui vient en aide au pays dans la prévention des maladies hautement pathogènes. Alice Barandao.
Le système d'implantation de management de la qualité entre dans le cadre du programme de mentorship du CDC Atlanta des États-Unis qui encourage les pays à une performance des prestations pour prévenir ou détecter les maladies hautement pathogènes. Le Togo a adopté ce programme et 87 laboratoires d'analyse médicale ont mis à exécution ce projet depuis 2015. Professeur Ameyo Dorkenou, chef division laboratoire du ministère de la Santé. Dans les pays africains, il est difficile pour un laboratoire seul d'atteindre ce niveau. Donc, on forme d'abord les gens qu'on appelle mentors. Et maintenant, nous les envoyons un mentor par laboratoire. Et avec ces deux outils que l'OMS a mis à notre disposition, ils vont accompagner en étant sur le site une semaine par mois. Et ceci pendant 6 mois, en formant le personnel qui est là par rapport à ces soucis parce qu'eux-mêmes, ils ont été déjà formés pour pouvoir mettre en place de façon progressive ce système de management de la qualité. Quelques lauréats expriment leur satisfaction. Nous avons eu à construire un nouveau laboratoire, à construire une nouvelle salle de prélèvement. Nous avons acheté de nouvelles machines pour pouvoir améliorer la qualité des résultats. Nous avons eu à mettre en place des documents de qualité, former également le personnel en management de qualité. Donc ce sont ces mécanismes qui nous ont aidés à obtenir ces 3 étoiles. Et nous promettons de faire des efforts pour obtenir 5 étoiles au prochain audit. C'est le Dr Akapokaf, directrice de l'hôpital de Vaughan. Tekoba Diaho, je suis mentor de l'Institut national d'hygiène. J'ai eu un certificat de mentor national pour avoir accompagné au moins 3 laboratoires. La population doit savoir, quand on parle d'analyse de qualité au laboratoire, c'est l'INH qui est la référence. Mais aujourd'hui, ce système est implémenté dans presque tous les laboratoires du Togo. Donc la qualité, disons qu'elle est en marche pour que ce qui est bien fait à Lomé se retrouve aussi dans le fin fond du pays. Le représentant du CDC Atlanta au Togo, Dr Samtou Diam, a exprimé sa joie de voir ce programme aboutir avec de bonnes performances. Il a invité à poursuivre ce dynamisme pour que le reste des laboratoires soit enrôlé dans la qualité des prestations. Le secrétaire général du ministère de la Santé, le médecin colonel Aoussi Sessenou, a félicité toutes les structures hospitalières qui ont pris part à ce programme pour leurs résultats et performances qui honorent notre pays. Il a convié à une numérisation des services pour une gestion efficace afin d'éviter la perdition des ressources. Du concert rock à l'acte 1 de la 2e édition de Africa Rhythm, le Festival international des sonorités africaines. Pour cette première journée hier à Lomé, concert live du rock en mémoire de Jimmy Hope, les groupes d'Arc Sobob du Ghana et Arcan du Togo ont fait vivre et découvrir le rock africain. Au programme de l'acte 2 qui se tient aujourd'hui, des ateliers de formation et du concert hip-hop. Christian Mazames Bebessou. Cette année, on a voulu faire la part au rock africain. Au départ, pas forcément en lien avec Jimmy Hope. On a voulu lui dédier ce festival. En tout cas, cette édition en programme du. Demain, on a un concert hip-hop avec Fofo Scarfo, Razia, un atelier de formation, un formateur béninois qui arrive et qui va échanger avec les professionnels locaux sur comment utiliser les médias sociaux pour développer leur carrière. Aujourd'hui, le digital est fondamental dans la communication des artistes. C'est vrai qu'il y a la radio, il y a la télé, mais il y a les nouveaux médias sociaux qui sont importants. Et... Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a condamné hier l'attaque qui a fait la veille 5 morts parmi les soldats burkinabés dans une embuscade tendue par des assaillants à Touini dans le nord-ouest du pays. Dans une note de la présidence, M. Kaboré a souligné que chacun des citoyens burkinabés avait son rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a par ailleurs exprimé sa compassion aux familles éplorées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Alger pour le 21e vendredi consécutif de la mobilisation malgré un important déploiement des forces de l'ordre et de sécurité.
Cette énième manifestation intervient quelques jours après l'annonce d'une présidentielle en décembre, un scrutin rejeté par le mouvement de contestation. Bénédicte Kanda. Ce mouvement exclut toute élection d'un successeur à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en avril sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée, sans un départ préalable du système au pouvoir depuis 2 décennies. La manifestation a été précédée par une série d'arrestations de plusieurs activistes, tandis que les principales routes menant à la capitale Alger étaient bloquées. Il y a 2 jours, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, avait déclaré que l'Algérie était la cible d'un complot destructeur, rappelant que l'élection présidentielle du 12 décembre serait libre et juste. L'Algérie vit au rythme d'un mouvement de protestation qui ne veut pas s'essouffler depuis le 22 février. Par la suite, 2 anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres, ainsi que d'éminents hommes d'affaires ont été placés en détention dans le cadre d'une opération anticorruption sans précédent lancée par la justice algérienne. Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, en lice pour les législatives du 6 octobre prochain comme président du parti Taïa Tounes, Vive la Tunisie, a appelé hier son ministre de la Défense à unir le mouvement centriste progressiste lors des prochaines élections. Dans un communiqué, M. Youssef Chahed a appelé le ministre de la Défense à s'asseoir à la même table des concertations avant les législatives pour sauver le pays et réussi à former un bloc parlementaire. Pour rappel, M. Chahed était déjà parmi les 26 candidats au premier tour de la présidentielle du 15 septembre dernier, dont les suffrages ont favorisé l'indépendant Kaïs Saïd et l'homme d'affaires en état d'arrestation préventive, Naïb Karoui. Un contingent de 163 casques bleus chinois qui forme la première moitié d'un groupe de 331 soldats, est arrivé jeudi au Soudan du Sud pour une mission de maintien de la paix. Ces casques bleus assureront notamment la relève des unités du génie et des équipes médicales chinoises au sein de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, la MINUS. En accueillant les casques bleus de la Chine, l'ambassadeur de Chine au Soudan du Sud a déclaré que cette nouvelle force va contribuer à créer un environnement propice à la mise en œuvre des principales dispositions de l'accord de paix revitalisé, signé par le président Salva Kiir et le chef de l'opposition Riek Machar en septembre 2018 en Éthiopie. Invité du journal, deuxième partie de ce magazine, nous le disions un peu plus haut, la 4e réunion des ministres en charge de la sécurité des frontières de l'espace Entente s'est tenue cette semaine à Lomé. Les travaux ont conduit à la prise d'importantes décisions. Nous revenons sur cette réunion avec notre invité Abdoulaye Mohamedou. Il est le secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l'Entente. Il revient sur les thématiques, les défis sécuritaires et les recommandations issues de la réunion de Lomé. Il est au micro de Gabriel Aïna. Monsieur Mohamedou, bonjour. Bonjour. Nous le savons tous aujourd'hui, je dirais des pays de l'entente, pour ne pas dire les pays de la sous-région ouest-africaine en général, font face à des menaces dont nous savons tous, le terrorisme. Alors, au niveau du Conseil de l'entente, vous vous êtes réunis pour travailler là-dessus. D'abord, en conseil avec les experts et avec les ministres. En quoi c'était important d'avoir une telle réunion face à la situation que nous vivons dans l'espace entente? Merci. Il faut dire d'abord que depuis juillet 2016, à la réunion des conférences des chefs d'État et de gouvernement de Niamey, les chefs d'État ont institué une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace entente. Ces réunions ont pour objectif de faire le point sur la situation sécuritaire dans les pays, de prendre des décisions pour contrer ces défis-là liés, comme vous l'avez rappelé, au terrorisme et à l'extrémisme violent. Chaque année, nous avons institué qu'une question ou un enjeu important lié à l'insécurité soit à l'ordre du jour de la réunion des ministres. Nous avons décidé, par exemple, que les bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent soient dupliquées dans les pays. Cette année, au regard de l'évolution de la menace, parce qu'il y a quelques années, la menace s'est limitée aux pays du Sahel. Mais depuis 2 ans, on se rend compte qu'il y a une progression, une avancée vers les pays côtiers du Conseil de l'Entente.
D'ailleurs, cette année, le Bénin a été touché parce qu'il y a eu l'enlèvement de touristes dans un parc à la frontière entre le Bénin et le Burkina, où d'ailleurs le guide béninois a été assassiné par les groupes terroristes. Donc cette 4e réunion a permis de faire le point sur la situation à travers 2 communications qui ont été faites à la fois au comité des experts et à la réunion des ministres. Ces communications-là ont permis de mieux comprendre, parce que c'est aussi l'objectif, c'est d'avoir une compréhension partagée du phénomène du terrorisme. Que les pays côtiers ou les pays du Conseil de l'Entente qui ne sont pas encore touchés par le terrorisme tirent les leçons, les erreurs, les réussites de ce qui a été fait par les autres pays. Cette réunion se tient également en prélude à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons décidé de soumettre un certain nombre de recommandations à l'approbation du Conseil des ministres, notamment le mécanisme en temps de renseignement qui a été élaboré l'année dernière. Ensuite, une directive sur la prévention contre l'extrémisme violent et le terrorisme, qui elle-même est le résultat de 2 ateliers que nous avons tenus en mai 2018 à Abidjan et en mai 2019 à Ouagadougou. Vous permettez, avant qu'on continue, nous allons peut-être revenir certainement sur les recommandations de cette rencontre. Alors bien avant, pour le citoyen lambda, pour celui-là qui est à la maison, qui nous écoute, terrorisme et extrémisme violent, la différence c'est quoi? En fait, le terrorisme renvoie à une action violente qui se réfère souvent à une pensée dogmatique. Et ici, ce terrorisme-là est lié à une idéologie qui se réfère elle-même à l'extrémisme violent, je veux dire, qui se réfère à une pensée dogmatique qui fait que des gens décident de s'attaquer aux États de façon indifférenciée à la population civile. Vous l'avez souligné tout à l'heure au cours de cette réunion, il a été surtout question de partager les expériences des uns des autres en matière de prévention, de lutte également. Alors, parlant de la détérioration, vous l'avez souligné, sur les 5 pays du Conseil de l'Entente, 4 malheureusement ont été touchés. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le fait que cette situation est délétère aujourd'hui, la situation est devenue aussi inquiétante? Il faut remonter à l'histoire du terrorisme dans notre région, qui remonte aux années 2000, qui s'est mêlé à l'irrédentisme rebelle dans le nord du Mali. Et vous savez qu'en 2012, cette coalition entre djihadistes et rebelles a conduit à la perte par le Mali de sa souveraineté sur le nord. Donc depuis lors, les groupes terroristes ont eu un sanctuaire dans le nord du Mali. À partir de là, ils ont essaimé vers les frontières du Niger et du Burkina Faso, qui sont toutes proches et qui ne sont pas forcément bien protégés. Il faut savoir que c'est des pays très grands où les frontières sont très poreuses, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face à cette guerre, qui est une guerre asymétrique, parce que les terroristes se mêlent aux populations et il est extrêmement difficile de les identifier, de les isoler pour les détruire comme dans les cas des guerres conventionnelles. Donc aujourd'hui, après cette réunion, des recommandations ont été faites qui seront présentées au Conseil des ministres très prochainement. Une idée de ces recommandations et quels sont les moyens de mise en œuvre afin qu'on puisse peut-être éradiquer ou pourquoi pas mettre fin à ces actes. 2 recommandations fortes ont été faites, on en a 3 d'ailleurs. La première porte sur la mise en place d'un mécanisme entente de renseignement. Tous les spécialistes le disent, tout le monde le dit d'ailleurs, sans un système de renseignement efficace, on ne peut pas gagner une guerre. D'où la nécessité pour les États du Conseil de l'Entente de disposer d'un mécanisme de renseignement qui puisse permettre de mutualiser le renseignement et d'être beaucoup plus efficace, de créer des liens entre les services de sécurité des différents pays. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect concerne cette directive sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Il s'agit d'un ensemble de lignes directrices, notamment sur les questions liées à la gouvernance, en particulier dans les zones frontalières, au développement de ces zones-là, à la mutualisation des moyens et à des politiques publiques beaucoup plus, qui touchent beaucoup plus les populations locales, qu'il y ait des services publics. Parce qu'on considère que le terrorisme
se greffe aussi sur les frustrations des populations, sur les insuffisances, sur l'absence de l'État. D'où la nécessité de reconstruire l'État au niveau surtout des zones frontalières. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Merci infiniment pour la patience. Mais bien avant, le terrorisme, ceux qui sont victimes, la plupart du temps, c'est la population. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé un peu à la population au niveau du Conseil de l'Entente? Quel peut être le rôle de la population dans cette lutte aux côtés, pourquoi pas des gouvernements ou des différents États? D'abord, à travers des politiques publiques inclusives, il faut associer les populations à leurs affaires, à la gestion des affaires publiques. C'est déjà un moyen important. Je crois que dans tous les pays, il y a des efforts pour associer la société civile, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les jeunes, les femmes, dans la lutte contre l'extrémisme violent. Ici même au Togo, un comité de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation a été mis en place et toutes les couches socio-professionnelles pratiquement du pays sont représentées dans ce comité. Dans les autres pays aussi, ce type de mécanisme existe. L'autre solution, c'est comme je disais, mieux se rapprocher des populations. Parce qu'on a parlé du renseignement. Or, le renseignement humain est le plus important. Et le renseignement humain, ce sont les populations qui peuvent l'offrir aux forces de défense et de sécurité. Donc il faut améliorer la communication entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Il faut également plus de services publics aux populations parce qu'il faut que l'État soit utile. Même si l'État est présent, s'il n'est pas utile, les populations n'ont pas forcément spontanément venir vers les représentants de l'État. Et il faut que l'État soit également présent. Parce que si l'État n'est pas présent, la peur peut faire que les populations n'iront pas vers, par exemple, les forces de défense et de sécurité, parce qu'ils se mettent en ce moment à la merci d'éventuels, parce que les groupes armés ont des agents de renseignement partout aussi. Ils renseignent sur qui parle avec l'État, qui indique des choses comme ça. Donc, il y a toutes ces mesures qui permettent de mettre en confiance les populations et de les mettre en sécurité pour pouvoir mieux collaborer avec elles. Alors, pour finir, c'est dit qu'aujourd'hui, tout est défini au niveau du Conseil. Vous avez pris toute la disposition, histoire de rappeler ou de rassurer les populations qu'elles sont en sécurité à partir du travail qui se fait au niveau des différents États de l'entente. Tous nos États pratiquement déploient des efforts pour mettre en sécurité les populations. Malgré tout ce qu'on dit, les rapports sur la gouvernance sécuritaire dans nos pays restent quand même bonnes malgré les attaques qu'on voit par-ci et par-là. Le Conseil de l'Entente essaie de contribuer aux côtés des États. C'est ce qui justifie la mise en place du mécanisme en temps de renseignement. C'est ce qui justifie la directive qu'on a proposée. C'est ce qui justifie d'ailleurs le programme qu'on est en train de mettre en place, qui est un programme sur le développement des espaces frontaliers. On a une présentation du cas du Bénin qui semble être une pratique reconnue comme pertinente par les ministres et donc nous souhaiterions que l'ensemble des pays du Conseil de l'Entente adoptent cette politique qui consiste à davantage s'occuper des frontières. Et nous-mêmes, Conseil de l'Entente, nous sommes en train d'élaborer un programme de gestion des espaces frontaliers de l'espace entente. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie. Merci. Les nommés Kofi et Yao ont abusé sexuellement d'une fille qu'ils avaient au préalable droguée. Accusés de viol et de regroupement de malfaiteurs, ils ont été condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. Hélène Assabi revient sur les faits dans Écho du Palais. Effectivement, le 1er mai 2011 à Lomé, les nommés Kofi et Yao proposèrent une sortie aux nommés Atupi et Wassilatou, toutes deux étudiantes et amies. Ils se transportèrent alors dans un bar, dans le quartier Avedi, aux environs de 19h. Une fois dans le bar, chacun commanda son goût et fut servi. Quelque temps après, les deux filles s'étaient retirées pour aller aux toilettes. À leur retour, elles constatèrent que leur bière avait changé de goût et l'ont fait remarquer à leurs deux compagnons, mais ceux-ci avaient tout de suite banalisé cette remarque. Peu après, Kofi, s'apercevant de l'état d'ébriété très prononcé de Wassilatou, lui proposa de l'accompagner au quartier Agbalépé-Dogan pour répondre à un rendez-vous. Il quitta donc le groupe avec cette dernière qu'il amena plutôt chez lui à la maison et lui imposa des rapports sexuels
alors qu'elle se trouvait dans un état presque d'inconscience totale. Yao, après avoir accompagné Atchoupi chez elle, est ensuite allé au domicile de son amie qui était toujours en compagnie de Wassilatou, qu'il avait retrouvée toute nue dans un état déplorable. Il proposa alors à celle-ci de la raccompagner chez elle et chemin faisant, il profita à son tour de cette situation pour abuser d'elle en plein air contre un mur. Interrogés, les deux compagnons ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la victime, mais soutiennent que celle-ci était consentante. Dans ses déclarations, Yao a précisé que lorsqu'il a demandé à Wassilatou d'entretenir des rapports sexuels avec lui, elle a accepté et elle a même enlevé son slip en lui demandant d'utiliser le préservatif. Yao, quant à lui, a déclaré aux agents enquêteurs qu'en ramenant Wassilatou, chemin faisant, elle a senti le besoin de faire les toilettes. Après, il a constaté qu'elle titubait en revenant et l'ayant saisie pour l'aider à marcher, elle s'est accrochée à lui en le caressant. Malgré ses tentatives de se détacher d'elle, il a fini par entretenir des rapports sexuels avec elle en prenant appui contre le mur d'un bâtiment. Il a aussi affirmé qu'il ne savait pas si elle était consciente ou non. En tout cas, puisque les inculpés reconnaissent avoir effectivement entretenu des relations sexuelles avec la victime Wassilatou, mais n'ont pu rapporter la preuve du consentement de ces dernières, alors que les nommés Wassilatou et Atchoupi soutiennent avoir été victimes de la part des inculpés d'une introduction dans leur boisson de substances nuisibles à la santé, doublé du fait que la victime elle-même soutient n'avoir pas eu conscience qu'on la violait. Des éléments qui confortent à ne point douter la thèse de viol reprochée aux inculpés, entendu que ces faits constituent les crimes de viol et de groupement de malfaiteurs prévus et punis par les articles 87 alinéa 1er et 187 alinéa 1er du Code pénal. Les nommés Kofi et Yao ont été condamnés devant la cour d'assises en mars dernier à 10 ans de réclusion criminelle. Du sport et du football pour poursuivre cette édition, second tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Les éperviers locaux croisent demain dimanche au stade de Kégué leurs homologues Super Eagles du Nigeria. Yao Kamake. Ce duel du second tour entre le Togo et le Nigeria reste une complexe équation à résoudre pour les ambassadeurs togolais en attendant la manche retour au Nigeria. Et en la matière, le coach Abalo Dossé et ses poulains se doivent de faire preuve de la même détermination qui leur avait permis de vaincre la double confrontation du premier tour contre le Bénin. Et si les conditions techniques nous le permettent, vous suivrez ce match en direct sur la station du plaisir Radio Lomé. Autre chose, toujours en national, un gala de football dénommé Tournoi de la Paix s'est déroulé ce samedi au stade d'Aguenivé. Il a regroupé 4 équipes, à savoir l'équipe des médias, l'équipe des forces de l'ordre et de défense, l'équipe Justice FC des magistrats et celle de la Commission de défense des droits humains. Au terme de la compétition, c'est la formation des forces de l'ordre et de défense qui enlève le trophée au détriment de Justice FC sur un score de 2-1. Le capitaine Fiomagnin Yaovi nous livre ses impressions. Les forces de défense et de sécurité ont remporté le tournoi, vous savez, nous on joue sur le mental. Nous avons démontré un jeu plaisant, technique et tactique qui a fait que nos adversaires n'ont pas pu résister devant nous et nous avons remporté la coupe. Mais c'est une victoire de toutes les équipes qui ont participé à ce mini-tournoi. Toutes les autres équipes sont reparties avec un trophée, un jet de maillot, des ballons, des jeunes plans pour reboisement et une enveloppe. Il faut préciser que cette compétition entre dans le cadre de la Journée internationale de la paix, célébrée ce samedi, axée autour du thème Action climatique, action pour la paix. L'initiative vise à sensibiliser sur l'importance de la paix et celle de la lutte contre les changements climatiques. Près de 3 mois après les élections locales, plusieurs communes de Lomé de l'intérieur du pays sont déjà pourvues de maires. Au lendemain de ce processus, l'opposition togolaise en sort plus divisée qu'unie pour le scrutin présidentiel de 2020. Voilà quelques sujets dans les unes des parutions de cette semaine. Revue de presse avec Léontine Atogima.
Le quotidien privé Togo Matin, dans ses analyses, évoque un spectaculaire retournement des relations entre les partis de l'opposition au lendemain des élections locales du 30 juin. Pire, poursuit le journal, une débâcle au terme du vote pour les maires et leurs adjoints suivi des invectives et tirs croisés de toutes sortes entre les leaders de l'opposition, note-t-il. Une situation qui est loin de souder cette classe politique à la veille de la présidentielle de 2020, ajoute l'apparition. Pour Ouattara, les vainqueurs, le seul mal qui ronge l'opposition togolaise est la division, car leur lutte pour l'épanouissement des populations n'est que subterfuge. La lanterne renchérit, élection des maires, les leaders de l'opposition donnent l'image d'une racaille affamée prête à tout pour se remplir la panse. Est-ce une malédiction, se demande l'hebdomadaire. De la pagaille plutôt, répond Togo Matin. L'opposition togolaise, de plus en plus inconciliable à l'approche de 2020, regrette Dunia Le Monde. La division au sein de l'opposition ne serait un frein à la présidentielle de 2020. Le débat politique est désormais orienté vers cette échéance électorale, rappelle Kamgou qui ajoute que 3 candidatures sont déjà annoncées. Parmi elles, celle de Ekwe Gamesou-Podar qui s'est lancée dans la course, précise le messager. L'alternative abonde dans le même sens, Pierre Ekwe Gamesou-Podar du FMI à la politique. Pendant ce temps, Togo Matin révèle que les militants du parti UNIR vont réitérer leur soutien au chef de l'État. Le camp présidentiel aura donc en face plusieurs candidatures de l'opposition, car l'union de l'opposition n'est plus de l'actualité, trouve le libéral. Les FDR de Maître Dodi Apevon restent optimistes et prônent la candidature unique de l'opposition, écrit Liberté, qui mentionne plus loin qu'à l'épreuve des candidatures multiples s'ajoutent des coups bas, des calomnies et autres. Nouvelle Opinion porte toujours un regard dubitatif sur la candidature unique de l'opposition. Serait-elle la panacée pour l'alternance, se demande l'hebdomadaire. Les parutions sont également revenues sur la participation du chef de l'État-fort Esozimna Nyasingbe au sommet de la CEDEAO à Ouagadougou sur la lutte contre le terrorisme. L'ouverture officielle du boulevard des armées dont les travaux ont coûté 4 milliards de francs CFA et la signature du programme par pays pour la promotion du travail décent au Togo pour la période 2019-2022. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition de Magazine Pluriel de ce 21 septembre 2019. C'est donc la fin de ce rendez-vous. Prochain rendez-vous, c'est samedi prochain.